Amis du lundi, hardi, bonsoir et bienvenue pour un rendez-vous de la réinformation qui sera bien chargé ce soir. Il y sera d'abord question évidemment de l'abominable meurtre de Philippines, un de plus, un meurtre de plus, après Lola, Thomas, tant d'autres. Et toujours le même scénario, un jeune Français innocent est assassiné de manière barbare par un étranger en situation illégale et sous le coup de la fameuse OQTF. Car contrairement à ce que disent les ordures qui minimisent ces drames à répétition, non, ce ne sont pas des faits divers isolés, non, ce n'est pas la faute du couteau, ce n'est pas la faute de la machette qui se baladerait toute seule, non, ce n'est pas seulement un homme qui tue, Lola n'a pas été tuée par un homme mais par une femme, celui qui tue, en l'occurrence, c'est un étranger. Alors, tous les étrangers ne sont pas des tueurs, ça va sans dire, évidemment, et on en est tous certains. L'ennui, c'est que trop de tueurs sont des étrangers. Et ils sont étrangers à notre pays, à nos lois, à nos mœurs, ils sont étrangers à notre civilisation et malheureusement, cela explique sans doute beaucoup de choses. Alors au-delà du monstre évidemment impliqué au premier chef, nous allons aussi tenter aujourd'hui d'aller au cœur du sujet et de pointer les autres responsables de cette situation, puis de voir comment il conviendrait de traiter ces responsables directs ou indirects de l'ensauvagement de la France. Car il y a derrière l'acte barbare, donc évidemment, tous ceux qui ont installé ce contexte favorable à la barbarie, et honnêtement, il serait temps qu'ils payent. Alors, il serait temps aussi que des personnes de bonne volonté s'élèvent et prennent les mesures nécessaires pour stopper cette barbarie qui tue nos enfants. Il faudrait que cela cesse vite, et pour que cela cesse, je le répète, il faut poser un diagnostic et il faut nommer les responsables. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir, ou en tout cas de contribuer à faire ce soir. Ensuite, autre procès pour le coup, ce sera le procès de Marine Le Pen. Le procès de Marine Le Pen pour les attachés parlementaires, donc du Parlement européen, qui a commencé ce jour, au moment même où le RN va être l'arbitre des votes au Parlement, à l'Assemblée nationale, puisque le Premier ministre Michel Barnier va faire sa déclaration de politique générale, sous surveillance, on le sait, étroite du groupe du Rassemblement national. Et nous reviendrons donc aux sources de ce procès des attachés parlementaires avec nos invités. Nous partirons ensuite en Autriche, où un populiste, Herbert Kickl, j'espère que je prononce bien, patron du FPE, donc le parti populiste, parti de la liberté, a remporté les élections hier sans la moindre concession au politiquement correct, et surtout, et c'est là où c'est vraiment intéressant, en bannissant de manière systématique les médias de masse au profit des médias alternatifs. Suivez mon regard. Il a réservé à ces médias alternatifs ses plus importantes déclarations, alors que dans d'autres pays, suivez mon regard, on a plutôt tendance à faire le contraire. Et nous tenterons de tirer les leçons de cette victoire, qui n'est donc pas si atypique qu'elle en a l'air. Proche-Orient ensuite, on l'a vu, Israël a multiplié les offensives contre ses ennemis du Hamas et du Hezbollah, jusqu'à décapiter donc l'état-major du groupe chiite libanais. Et samedi, le Hezbollah a confirmé la mort de son chef, donc Hassan Nasrallah, au Liban, qui a été tué dans un bombardement à Beyrouth. Et la question sera de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Et nous essaierons d'évaluer donc les conséquences de ces opérations israéliennes au Proche-Orient et d'avoir si ces conséquences peuvent nous toucher, nous, en France. Retour en France, justement, parce que si les Israéliens ont tué Nasrallah, Emmanuel Macron, lui, a tué la volaille française. On a les combats qu'on peut, et d'autant, il l'a peut-être même pas fait volontairement, mais de cela on pourra discuter dans un instant. Et justement, s'il reste un peu de temps, nous en profiterons pour parler du pape François, qui évite toujours soigneusement la France, mais qui vient de se rendre en Belgique, où l'église locale et les catholiques locaux feraient pratiquement passer la conférence des évêques de France pour une troupe d'inquisiteurs fous furieux. C'est vraiment ahurissant. Alors, pour parler de tous ces sujets, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir les croisés de la réinformation, avec Philippe Ménard, directeur de Politique Magazine, Charles-Henri Deloy, écrivain, Xavier Van Lierde, journaliste, et Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, chers auditeurs, nous regrettons l'absence de Françoise qui est malade. On l'embrasse bien fort, on lui souhaite de se remettre vite et de nous rejoindre sous peu. Je vous signale, chers auditeurs, que vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer vos messages par courriel à courtoisie@rc.fr ou radiocourtoisie.fr, les deux adresses fonctionnent.
ou nous écrire et Solange prendra vos messages au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85 ou courriel courtoisie@radiocourtoisie.fr. Alors, nous commençons tout de suite avec le meurtre de Philippine. Donc, je résume pour ceux qui ne l'auraient pas encore découvert. Le 21 septembre, le corps de Philippine, donc une jeune étudiante de 19 ans, a été retrouvé dans le bois de Boulogne. Elle avait disparu la veille en revenant de son université, donc à Paris-Dauphine, et la jeune femme a été violée et tuée. Le criminel présumé, évidemment présumé, s'appelle Taha Oualidat. Il est marocain. Il était sous OQTF, donc il avait l'ordre de quitter notre territoire. Il a été arrêté en Suisse, non pas parce qu'il avait appliqué l'OQTF, comme un bon repris de justice, mais parce que, évidemment, il avait tenté de s'enfuir après, manifestement, ce qui pourrait être son crime. Ce qui a fait dire, d'ailleurs, à une petite ordure, petit sophiste pourri, chez Cyril Hanouna, un type... Guénolé. Voilà, Thomas Guénolé. Qui a fait son trou à LFI, mais qui apparemment dans sa jeunesse voulait, je le cite, prendre le pouvoir à l'UMP. Il était à Lille, étudiant à Lille, je crois. Et il a expliqué que, je ne sais pas si vous avez vu ça, Philippe, que l'OQTF avait été appliqué par le brave Ta machin truc, Oualidat, parce qu'après tout, il avait été arrêté en Suisse. Donc ça, c'est quand même, dans le sophisme immonde, ça fait partie des choses qu'on peut mettre au sommet. Alors, je suis presque triste qu'on en parle, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il veut qu'on en parle, puisque ça lui permet de bâtir son petit réseau de gauchistes. Mais bon, je pense qu'il est quand même suffisamment immonde pour qu'on le salue ce soir. Voilà, donc, chers auditeurs, d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez un moment pour lui dire poliment et courtoisement sur les réseaux sociaux ce que vous pensez de son analyse, n'hésitez pas, ça pourrait être tout à fait pédagogique. Alors, pour en revenir aux choses sérieuses et aux choses tragiques, chers amis, comment analysez-vous cet énième crime ? C'est pas une analyse. Philippe Ménard. Juste pour compléter votre récit, il faut rappeler que l'auteur présumé des faits est un violeur qui avait déjà violé quelqu'un en France. En 2019. Voilà, qui avait exécuté une peine de prison, évidemment avec une remise automatique de peine. Et d'ailleurs, celle qui a été violée a publié une lettre ouverte où elle s'interroge sur la pertinence d'une justice qui considère visiblement que, en l'occurrence, le criminel avait beaucoup de droits au détriment sans doute de ceux de ses victimes à venir. Et il était aussi sous une OQTF dont on a attendu désespérément que le Maroc la permette, puisque c'est comme d'habitude, une OQTF pour un ressortissant marocain ne consiste pas à se carapater en Suisse, mais à repartir en fait au Maroc. Et enfin, il y a ce problème de la justice administrative et des temps de rétention que permet la justice administrative en France. Je dis bien en France, puisque dans le cadre de l'Union européenne et de l'espace Schengen, il peut y avoir des temps de rétention administrative beaucoup, beaucoup plus longs, jusqu'à 1 an et demi dans certains cas. Autrement dit, la France, là aussi, est extrêmement coulante avec la manière de traiter les ressortissants étrangers. Bon, une fois que j'ai dit tout ça, je pense que vous avez compris que, à mon avis, et dans l'ordre, les responsables du meurtre de... J'ai oublié son prénom, c'est atroce. Philippine, voilà, sont l'État marocain, l'État français, la justice française et le système immigrationniste européen. Jean-Yves ? Oui, je crois que c'est tout à fait ça. Moi, ce qui me frappe sur le traitement de l'affaire, c'est l'évolution. C'est-à-dire, il y a 10 ans, on ne parlait pas de ça. Et même, si on compare, il y a 2 ans, il y a eu l'affaire Lola, qui a été une des premières affaires, cette jeune fille qui a été martyrisée par une ressortissante, elle aussi maghrébine, algérienne en l'occurrence. Il y avait eu une manifestation à Denfert-Rochereau, qui était une petite manifestation, il y avait 300-400 personnes présentées comme d'extrême droite, alors que là, il y a eu à Denfert-Rochereau une manifestation avec plus de 2000 personnes, avec des témoignages, notamment d'une jeune femme
qui a été violée elle aussi par un UQTF et qui est venue témoigner, ce qui est quand même pas si évident. Et il y a eu une prise de conscience qui a débordé du milieu de ce qu'on appelait à l'époque de Darmanin l'ultra-droite et des médias alternatifs pour toucher une bonne partie de la classe politique, y compris du côté du ministre de l'Intérieur, qui a, dit-il, hésité à aller aux obsèques. Il aurait pu le faire, mais il s'est posé la question. Il a eu raison de ne pas y aller, parce que les politiques qui arrivent pour flairer les cadavres alors qu'ils auraient mieux fait de les éviter, je pense que pour une fois, la pudeur de Retailleau a été bienvenue. A été certainement bienvenue, mais bon. Et donc, il y a eu quand même une prise de conscience de l'opinion qui a débordé des milieux qui posaient ces questions-là il y a simplement 2 ans, 5 ans ou 10 ans. Et ça, c'est important, puisque ça amène quand même de plus en plus de gens à dire il va falloir changer les règles du jeu. Mais changer les règles du jeu, c'est pas gagné, parce que il faut changer la Constitution. Il faut balayer le Conseil constitutionnel, parce que quand on dit dans d'autres pays d'Europe, on va jusqu'à 15 ou 18 mois. En France, il y a eu déjà 4 ou 5 lois qui ont modifié le délai de rétention précisément pour essayer de contrebalancer l'attitude des pays étrangers qui attendent le lendemain du jour où le délai de rétention est atteint pour délivrer. Mais à chaque fois, ça se fait sous le contrôle du Conseil constitutionnel qui ne tolérerait pas aujourd'hui 18 mois. Et je crois que c'est pas ça la solution. D'ailleurs, la solution, ça serait de rattacher les services consulaires au ministère de l'Intérieur, pour que ce soit le ministère de l'Intérieur et le ministre de l'Immigration qui contrôlent la délivrance des visas et qui contrôlent la délivrance des visas en regardant aussi si les visas de retour pour les expulsés sont accordés. Or, tant que ça restera au Quai d'Orsay, ce qui est encore le cas dans la configuration actuelle du gouvernement, je doute qu'on avance beaucoup. Donc il y a un problème qui fait le droit. Aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel, en s'abritant d'ailleurs sur la Convention européenne des droits de l'homme et des choses comme ça, mais c'est le Conseil constitutionnel. Il faut balayer le Conseil constitutionnel. La question du coup de balai du Conseil constitutionnel doit être posée. Elle commence à être posée. Retailleau l'a quasiment posée. Retailleau l'a quasiment posée dans des termes évidemment un peu plus délicats que les miens. Mais qui ont tout de suite scandalisé Thomas Guénelé, Yaoul Braun-Pivet et tout le reste des gens progressistes. Sûr. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, alors qui est un peu plus administratif, c'est qu'il y aurait vraiment besoin d'un ministère de l'immigration, puisque Retailleau, il est à l'intérieur, mais il n'a pas les manettes des consulats, il n'a pas les manettes de la justice, ça c'est normal, on ne peut pas le demander, il n'a pas les manettes du social et du travail, donc il n'a qu'une toute petite partie des manettes, et ça fait 40 ans que ça dure, où d'ailleurs on a le numéro de spectacle politique où le ministre de l'Intérieur est ferme, mais il ne peut rien faire parce que les autres l'en empêchent. Oui. Alors, Charles-Henri Deloy voulait intervenir, ensuite Xavier Van Lierde. Oui, alors vous m'entendez bien là ? Oui. Oui, ce qui me dérange toujours dans ces histoires, c'est que quand un policier casse un ongle d'un gauchiste, vous avez tout de suite des manifestants avec moult déclarations d'indignation, etc. Bon, pour Philippine, il y a eu quelques mots, mais quand il faut se mobiliser, il n'y a pas grand monde. Hier, je suis allé à une manifestation en honneur, si je puis dire, organisée par Alice Cordier, la présidente de Némésis. Nous étions à peu près 500. Malheureusement, nous n'arrivâmes pas à 3000. Et il y avait très peu de personnalités. J'ai pu apercevoir Florian Philippot, Stéphane Ravier et Éric Tegner. Mais sinon, j'ai vu personne.
des LR, du RN, etc., etc. Donc c'est très décevant. Il y avait toutes sortes de personnes, plutôt des gens comme vous et moi, pas du tout des nervis, comme essayer de faire croire l'humanité en disant une bande de fascistes s'est rassemblée place d'Enfer Rochereau. C'est pas vrai. Il y avait beaucoup de, de femmes de tous âges qui devaient se sentir concernées. Et ce qu'il faut noter, c'est que la police qui surveillait, les CRS, étaient très, très sympathisants et nous ont bien protégés parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi ras le front ou des antifas allaient être là à la manœuvre pour essayer de foutre le désordre et surtout pour intimider les gens. Ça n'a pas fonctionné puisque moi, j'en ai pas vu et de toute façon, la police veillait. Pour la petite histoire, c'était presque grotesque parce que la préfecture de Paris, ils avaient bien écouté les CRS et vous aviez des gens de la préfecture de Paris qui avaient amené un drone, comme si on était d'affreux personnages à surveiller de haut. Ils ont lancé un drone, mais manque de bol, c'était juste à la fin. Donc, tout le monde est rentré bien sagement, comme le La font foule les n'a gens. violé personne, ça va. Comment? La foule n'a violé personne. A priori, non, j'en ai pas entendu parler. Enfin, de toute façon, je pense qu'il y a eu des échos. Tout le monde s'est dispersé vers 16 heures, dans l'ordre, le silence et la dignité. Bon, enfin voilà, ce que je regrette, c'est que il n'y avait pas de personnalité politique de premier plan. Ouais, alors ça, c'est regrettable. Alors, pour rebondir sur ce que disait Ça sera également... la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. Malheureusement, il y aura Il y en une aura. prochaine Ah, fois. Malheureusement, il y en aura. Alors, Jean-Yves évoquait une jeune femme qui a témoigné justement à cette manifestation. Oui. Elle s'appelle Claire Géronimi. Elle est venue d'ailleurs à Radio Courtoisie. Elle est extrêmement courageuse parce qu'elle témoigne à visage découvert de ce qui lui est arrivé. Donc, c'est une jeune femme qui a été violée par un étranger en situation illégale qui devait également appliquer une OQTF, qui ne l'avait évidemment pas fait. Et donc, aujourd'hui, elle continue à témoigner. C'est vraiment quelqu'un de tout à fait admirable. Il y a eu plusieurs témoignages de femmes. Oui, et dont témoignages. elle, oui. Et là, on peut saluer d'ailleurs le travail d'authentiques féministes intéressantes, qui sont les filles de Némésis, parce que bizarrement, on n'a pas beaucoup entendu les féministes habituelles. Ah non. Ah, si, on les a Si. entendus, mais Ah, pas... mais pour dire le contraire. Oui, voilà. Alors, on donne la parole à Xavier Van Lierde et on refait un tour de table juste après. Oui, je pense que le martyre de Philippine va être une étape. En tout cas, moi, je la ressens comme une étape, car elle vient incarner dramatiquement le fait que plus personne n'est en réalité à l'abri des conséquences de l'immigration de masse. Je m'explique. Philippine habitait les Yvelines, l'ouest parisien, que l'on dit préservé de l'immigration de masse. Elle était une étudiante sérieuse et brillante, qui était à l'université de Paris-Dauphine, université qui reste une des universités d'élite en France. Et malgré tout, elle était rattrapée par les drames provoqués par cette immigration de masse. Et je pense que cela, beaucoup de gens qui l'ont compris, et notamment des gens qui pensaient, à tort, pouvoir échapper aux conséquences de l'immigration de masse par des stratégies familiales ou personnelles qui sont légitimes, parce qu'on n'est pas obligé de s'offrir en sacrifice à ces inconvénients en habitant sur les lignes de front que sont certains quartiers. Mais voilà, même quand on n'habite pas ces quartiers dits populaires, en réalité quartiers occupés, eh bien, on peut être rattrapé par l'insécurité provoquée par cette immigration. Et donc, ça met un terme à cet espoir de pouvoir échapper à ces drames par des stratégies personnelles, géographiques et autres. Et ça vient clore cette illusion après l'assassinat dont était l'objet Thomas à Crépol. C'est-à-dire que même jusque dans nos milieux, il y a parfois ce fantasme de se dire si j'habite dans les bons quartiers ou si j'habite dans les bonnes régions, eh bien je pourrais me mettre à l'abri parce que moi j'irai installer ma famille à la campagne ou moi j'irai m'installer dans un quartier plus bourgeois. Eh bien autant ces stratégies personnelles sont évidemment légitimes comme je le disais, eh bien elles ne doivent pas faire perdre de vue que si nous ne réglons pas le problème globalement et politiquement,
eh bien, nous serons tous, à un moment ou à un autre, potentiellement victimes de drames comme celui dont a été l'objet Philippine et sa famille. Voilà ce que j'en tiens moi en tout cas, c'est qu'il ne faut pas s'illusionner pour éviter ce type de drame. Il faut agir politiquement et gagner politiquement, sinon nous ne nous en sortirons pas, nos enfants ne nous en sortiront pas. Voilà. Alors je suis absolument d'accord et j'en profite pour dire, parce qu'on nous ennuie souvent avec des Grenelles de l'environnement, des Grenelles de ceci, des Grenelles de je sais pas quoi. La vérité, selon moi, c'est qu'il nous faut un Nuremberg de l'immigration. Je pense vraiment, non mais c'est vrai, je pense qu'il faut désigner, il faut juger les responsables de cette catastrophe inouïe qu'est la société multiculturelle, que des décideurs politiques et économiques nous ont fichu en place depuis un demi-siècle. Et ces gens qui, consciemment ou inconsciemment, par naïveté, par cupidité, par arrivisme, par cynisme, par tout un tas de réseaux pourris, nous ont emmenés à vivre là où nous vivons maintenant. Et à chaque fois qu'une Philippine, qu'une Lola, qu'un Thomas se fait tuer ou se fait violer, ces ordures-là en sont responsables. À chaque fois qu'une vidéo sur les réseaux sociaux montre un petit blanc en train de se faire humilier, une petite blanche en train de se faire tabasser par des jeunes d'origine immigrée, c'est à cause d'eux. À chaque fois que des gens normaux, que des enfants ont peur de sortir, que vous avez peur de prendre le bus, le métro, que vous faites, comme le disait Xavier, des stratégies d'évitement pour ne plus avoir à côtoyer tout ce monde et cette violence, eh bien, c'est de leur faute. C'est vraiment leur faute, c'est toujours leur faute. Et je pense qu'ils ont commis un crime contre l'humanité, ils ont commis un crime contre leur propre peuple. Leur peuple, c'est nous. Et ils ont détruit notre pays. Ils ont foutu en l'air notre France à nous, celle qu'on ne retrouvera plus jamais. Jamais. C'est fini. C'est à cause d'eux. Et de la même manière qu'il y a eu une dénazification, il y a eu une lustration dans les pays post-soviétiques. Eh bien, moi, je pense vraiment qu'il nous faut une lustration de l'immigration. Il faut, un jour, que ces gens soient jugés. Il faut qu'on leur dise, voilà, vous êtes, par exemple, je ne dis pas qu'il faut les pendre, je dis qu'on peut leur dire, vous êtes maintenant interdit d'exercer des responsabilités pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Il faut quand même marquer le coup, il faut qu'on comprenne le mal qu'ils nous ont fait. Et le clandestin qui finit par porter le coup fatal, il est l'aboutissement d'une immense chaîne qui a fait qu'il a pu être chez nous pour le faire. Donc il est évidemment le principal coupable, mais les autres sont ses complices, et je pense qu'un jour, ce serait légitime qu'ils soient punis. Je trouverais anormal de mourir, moi, sans qu'un jour ces gens n'aient été au moins désignés pour tout le mal qu'ils nous ont fait. Voilà, enfin, pardon, je m'emporte, mais c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, moi, je suis contre toute interdiction parce que, par principe, je suis pour la liberté politique, y compris donc pour mes adversaires. Mais alors, tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité de les désigner. Ça, oui, il faut les désigner, il faut les nommer, il faut les mettre en accusation. Mais dans le cadre d'un débat public, moi, je suis pas pour des poursuites, des procès et autres Nuremberg de toutes sortes. Mais en revanche, oui, les désigner les coupables et faire en sorte qu'ils aient honte, ça, bien entendu, ça vaut pour la classe politico-médiatique, certains de ses représentants, mais aussi, bien sûr, pour les juges. Absolument. Il faudrait que ceux qui ont décidé... Le procès des juges. Oui, en tout cas, leur désignation, il faut qu'ils assument publiquement les décisions, souvent idéologiques, qu'ils prennent. J'étais effaré que dans l'affaire de Philippines, on apprenne que ce que craignaient principalement les juges, c'était après le premier viol dont s'était rendu coupable ce criminel, ils craignaient surtout qu'il se suicide, et donc plutôt que de se suicider, ils préféraient prendre le risque qu'il soit remis en liberté. Qu'il recommence. C'est totalement délirant et obscène vu la suite des événements. Jean-Yves Le Gallou ? Oui, enfin, dans l'ordonnance de remise en liberté, enfin, d'arrêt d'exécution de la peine, finalement, de suspension de l'exécution de la peine, il y avait, malgré les risques que l'individu pouvait continuer à faire courir à la société. Donc le juge qui a signé ça... était conscient. Il était conscient. Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas son nom. Ah ben c'est vrai, tiens. Parce que la justice est rendue au nom du peuple français... Ouais. Et on ne connaît pas le nom des juges, c'est quand même un problème. Et la justice a organisé d'ailleurs cette opacité, pour employer les termes qu'il reproche souvent aux justiciables. On n'a pas accès à qui juge, on n'a même pas accès d'ailleurs aux
au texte exact des jugements qui sont rendus dans beaucoup d'affaires. On est juste au courant du verdict et on est censé, évidemment, admettre que la justice a parfaitement fonctionné. Je voudrais quand même revenir sur, avant d'arriver au Nuremberg, qui me paraît une solution sinon intéressante, du moins matière à débat, mais qui ne risque pas d'arriver tout de suite, qu'on revienne par exemple sur le premier échelon qui est celui de la manière dont quelqu'un est retenu dans un centre de rétention administrative. On pourrait parfaitement simplifier la procédure sans remettre en cause les droits de l'homme, sans que le Conseil constitutionnel ni le Conseil d'État se mettent à glapir, juste en faisant en sorte que les allers-retours qui sont nécessaires aujourd'hui pour maintenir de 30 à 45 et à 90 soit exécuté d'une manière toute simple. On a déjà simplifié une partie de l'exécution des peines, on a déjà simplifié le fait de pouvoir coller une amende, simplifier des navettes administratives, c'est absolument pas en dehors de l'état de droit qui a été sanctifié par Yanel Braun-Pivet au moment même où Bruno Retailleau l'attaquait violemment en expliquant que, au bout du compte, peut-être qu'en démocratie, c'était le peuple qui avait raison, et là, ce qui est vraiment à ulcérer les vrais démocrates que sont les macronistes qui considèrent que le fin mot de la démocratie, c'est la Constitution, et le fin mot de la Constitution, c'est Laurent Fabius. Mais c'est surtout aussi que quand les députés de l'Assemblée nationale ont proposé une loi qu'elle est ratifiée par le Sénat et tout, à un moment, la démocratie, c'est aussi de l'appliquer. Eh ben non. La démocratie en République française progressiste, c'est le gouvernement des juges. Donc il y a ça qui est intéressant. La deuxième chose, c'est ce qu'a dit Jean-Yves Le Gallou tout à l'heure et qui est fondamental. Boris Johnson en a parlé, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises sur l'antenne de Radio Courtoisie. Les consuls ont en main un outil diplomatique de rétention et donc on peut parfaitement ne pas délivrer les visas. Lorsque l'ensemble des familles marocaines ou algériennes repartent chez elles passer les fêtes ou passer de bonnes vacances au cœur de l'été, on peut très bien décider de ne pas leur accorder les visas de retour en attendant que l'ensemble des OQTF marocains et algériens repartent chez eux. Voilà, c'est légal. C'est légal. Et ce n'est pas les très bonnes relations qu'on a avec l'Algérie qui seraient considérablement envenimées par la chose. Et quant au Maroc, on vient lui faire un cadeau absolument génial avec le Sahara. Oui. Eh ben, c'est bon que le Maroc paye. Là, effectivement, il pourrait quand même se montrer vaguement reconnaissant. Alors, honnêtement, le Maroc a quand même remis le QTF dans les délais au cas particulier. Ben non. Après. Si. Non, le délai de 90 jours n'était pas épuisé. Simplement, on l'a libéré de prison avant d'avoir la réponse du Maroc et on l'a libéré du centre de rétention administratif avoir la réponse du Maroc. Mais la réponse du Maroc, elle est arrivée dans le délai des 90 jours. Bon, alors elle a traîné, mais elle est arrivée dans le délai des 90 jours. Charles-Henri Guédois. Oui, alors on incrimine un peu vite la magistrature parce que les magistrats ne font qu'appliquer la loi. Or, les vrais politiques, comme vous l'avez dit, cher président, les vrais responsables, je veux dire, ce sont les politiques. Et après tout, c'est nous qui les avons élus. C'est pas moi. Les Français. Non, c'est pas moi, c'est pas vous. Mais enfin, les Français ont les politiques qui méritent. Parce que qui est-ce qui a aboli le délit de situation irrégulière? C'est François Hollande. Hein? La double peine, c'est Sarkozy. Voilà, j'allais y venir. Qu'est-ce qui nous a liés à la Cour européenne des droits de l'homme? Ce sont les politiques. Qui a aboli la peine de mort? Ce sont les politiques. Alors, après tout, ce sont les politiques qui ont fait preuve de laxisme. Ce ne sont pas les magistrats. Les magistrats, ils font qu'appliquer la loi. Alors, ils l'appliquent avec quand même un certain, oui. Non, mais il y en a qui sont plus ou moins, effectivement, peut-être laxistes. Bon, et je sais bien qu'il y a à peu près un le syndicat national de la magistrature qui fait partie du syndicat de la magistrature, qui est plutôt un syndicat très à gauche. D'accord, mais enfin, il y en a quand même les 2/3 qui sont pas de ce syndicat. Donc, mais qui sont sous la peur du syndicat. C'est un petit peu facile de s'en remettre à la magistrature. D'ailleurs, il y a eu un magistrat qui l'a très bien expliqué, qui n'avait pas l'air d'être laxiste ou de gauche. Il a dit, mais écoutez, la loi, c'est la loi. On peut pas reprocher à un magistrat d'appliquer la loi. Il n'y a même plus de possibilité d'interner les fous furieux. Maintenant, vous savez que quand quelqu'un tue une personne, surtout quand il est de la culture,
que vous dénonciez. On dit c'est un déséquilibré. Mais autrefois, les déséquilibrés, on les enfermait. Ça s'appelait des hôpitaux psychiatriques pour les déments. Or, aujourd'hui, ils sont bourrés de médicaments, mais ils restent chez eux, et s'ils les prennent pas, ils se retrouvent dehors. Ben oui, c'est-à-dire ils sont pas forcés, et on surveille pas qu'ils les prennent, cette camisole. C'est ça. Alors, on va lire quelques messages qui s'accumulent de manière dangereusement nombreuse et abondante. Alors, ça n'a rien à voir, mais quand même, pourquoi Patrick Goffman n'est-il pas là, cher président ? Eh ben, c'est un peu comme François, c'est-à-dire que ça arrive que Patrick ne soit pas disponible ou qu'il n'ait pas envie d'être là. Et il est toujours le bienvenu, et voilà, c'est tout. Mais après, chacun, il a sa vie. J'étais bien malade, moi, la semaine dernière. Exactement. Voilà, vous proposiez à Nuremberg, un auditeur de Radio Courtoisie dit « Les gauchistes et les macronards n'hésitent pas à nous ficher. Il faudra se rappeler la responsabilité des immondes guénolais et autres dans la mort de nombre de nos compatriotes quand l'heure sera venue. » Des guénolés tout court. Des guénolés tout court. Quelqu'un nous reproche l'usage... C'est une andouille de guénolés, Voilà, c'est ça. Voilà, quelqu'un rappelle que l'extrême gauche s'est exprimée au sujet de Philippines. Sandrine Rousseau a déclaré que c'était un féminicide. Pour le reste, que l'auteur soit un halogène et que la victime soit française, elle ne veut pas le savoir. Alors ça, pardon, oui, on reviendra tout à l'heure, c'est un sujet important, de la riposte féministe de gauche. Voilà, mais parce que voilà, il y a plusieurs auditeurs qui tournent autour de cette même idée. Voilà, on se fait traiter de raciste chaque fois qu'on dénonce le scandale, que le tueur est un halogène, mais le scandale, c'est quand même qu'à chaque fois, la victime est française. Là, je me permets de dire, il y a en fait un nombre de victimes ahurissant, et il y a aussi des victimes maghrébines. Il y a cette jeune fille de 15 ans qui a été violée et brûlée vive. Donc autrement dit, je crois qu'il faut éviter de penser qu'il y a une guerre des races, des ethnies et des communautés. Voilà, il y a... Ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que c'est un repris de justice étranger qui aurait dû être ailleurs. Voilà, qui sont quand même... Il y a un petit procédé d'accumulation qui est quand même un peu gênant. Voilà, mais Oui. Il y a un procédé, parce que... Je ne suis pas non plus pour expliquer qu'il y a une guerre des races, mais néanmoins, je suis forcé de constater que, en tout cas, à Crépol, ça a été dit explicitement par les jeunes qui ont fait cette descente qui a abouti à la mort de Thomas, c'est qu'ils venaient pour planter du blanc. C'est-à-dire qu'on peut pas faire quand même ça comme si c'était juste des rixes entre citoyens. Il y a quand même, d'une part, une violence et des comportements, semble-t-il, d'après un grand nombre de statistiques, notamment du ministère de l'Intérieur, une propension à la violence et à la criminalité et à la délinquance plus importante parmi les populations immigrées, y compris de seconde ou troisième génération. Et je pense même aussi une sorte de volonté, de ressentiment qui travaille sa population, une volonté de revanche et un certain mépris, non seulement pour les femmes en général, mais plus spécifiquement sous l'influence de certaines idéologies islamistes, pour les femmes blanches considérées comme légères et disponibles. Et même pour une idéologie gauchiste qui leur fait supposer qu'ils auraient des comptes à nous demander pour la colonisation, ou je ne sais quoi. Exactement. Et que donc, ils auraient des comptes à régler avec la France. Voilà, je pense qu'on ne peut pas mettre ça de côté. Il faut avoir le courage de le regarder en face. Oui. Moi, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas de problème d'insécurité, il y a un problème d'immigration. Parce que la majorité de l'insécurité est une insécurité importée et qui a un effet de cumul. Parce qu'on n'a pas construit, on a importé des populations à forte délinquance. Mais on n'a pas construit des prisons à proportion de cette population à forte délinquance. Et c'est vrai ce que dit Philippe Ménard, quand les juges relâchent des gens, souvent c'est tout simplement qu'il n'y a pas de place de prison. Parce qu'on a importé des délinquants en masse, mais on n'a pas... fait de prison en masse. Fait de prison en masse, voilà. Et moi je pense que c'est pas bien de faire des prisons en masse, à condition de ne pas importer des délinquants en masse. Alors, on a une auditrice aussi, je crois, qui nous dit « Je vous rappelle l'assassinat de Laure et Morane le 1er septembre 1er octobre, devant le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille par un OQTF algérien. » Bah oui, tout à fait. Le préfet qui n'avait pas signé l'OQTF, le clandestin avait été interpellé quelques jours plus tôt à Lyon. Le préfet n'avait pas signé l'OQTF par défaillance de ses services. Il a été révoqué. C'est pas n'importe qui, c'était le préfet de région de Lyon, il a été révoqué. Là, je ne sais pas si on a regardé le cas du préfet qui est dans la chaîne, je crois que c'est le préfet de la Nièvre. Je pense qu'il serait temps de regarder son rôle dans la chaîne qui a abouti à la catastrophe. Alors, encore des messages ?
Oui, suite à l'évocation ce soir d'Antifa, ne devrions-nous pas plutôt les nommer les néophas? Voilà. Oh bah non, c'est leur faire trop d'honneur. Alors, encore quelques messages. Alors, merci. Il y en a un auditeur qui me dit que j'ai raison. Ah non, Virine, qui me dit que j'ai raison, qu'il faut effectivement ce genre de méthode et qu'il faut dénoncer des crimes importants. Et un autre nous dit combien d'Algériens viennent en France se faire soigner et repartent et laissent la note à la France quand on sait que l'ambassade d'Algérie serait le premier ambassade à nous devoir de l'argent. C'est exact. Oui. Et j'aime beaucoup Monsieur Deloy. C'est pas moi qui dis ça, Charles-Henri. Je lis la. Oui, je suis vraiment étonné. Ouais. J'aime beaucoup Monsieur Deloy, mais il faut rappeler que les gendarmes, CRS et policiers ne seront jamais nos alliés dans les manifestations. Ils suivent les ordres et sont trop heureux de nous tacler quand ils le doivent. Oui, là, ils l'ont Bah, souvent ils font- montré. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit c'est- changement dans les c'est ordres pas qu'ils vrai. reçoivent, puisque j'ai noté que les manifestations pour Thomas, certaines ont été interdites. Pas toutes. Certaines ont été interdites. Là, la manifestation pour Philippines, aucune n'a été interdite. Et à Bordeaux, le préfet a même interdit la contre-manifestation Antifa qui devait avoir lieu. Ça, c'est le changement. Au moins, Ouais. on a gagné un peu C'est déjà avec ça, le oui. départ Ouais. de Moussa Darmanin au profit de Retailleau. Il y a un petit mieux. Voilà. N'exagérons Et rien, mais il y a un je petit suis mieux. pas, pour répondre à cet auditeur, je suis pas naïf, bien sûr qu'ils obéissent aux ordres, mais vous voyez tout de suite la façon dont ils se comportent et vous sentez s'ils ont une sympathie ou pas. Il suffit de parler avec eux. S'ils ne Donc, vous tapent pas si, d'abord. Mais bon, Comment? Non, s'ils ne oui, vous tapent déjà. pas d'abord. Mais ce ne sont pas des ennemis par principe. Eh ben, espérons pas. Sûrement pas tous, en tout Voilà. cas. Ils ont tapé fort sur les gilets jaunes, ça c'est vrai, mais on en voyait. Alors, il y en a un sur Certaines lequel ils n'ont pas problèmes. encore beaucoup tapé, c'est le suspect. Alors, son avocate, maître Laura Beauvais, donc, avocate de ce monsieur, nous explique que c'est un garçon qui a connu une enfance particulièrement chaotique, Ouais. marquée par la mémoire d'une mère qui serait morte dans son sommeil et d'un père qui l'a abandonné à l'adolescence. Et J'espère qu'il aura une cellule de soutien psychologique, le pauvre. bah, on espère aussi, on est tous de tout cœur avec lui. Voilà, donc je sais pas. Et donc, Madame Rousseau, alors ça, c'est un auditeur et plusieurs auditeurs qui expliquaient ça, enfin qui le soulevaient. Sandrine Rousseau et l'ensemble des groupes féministes, en tout cas de gauche, nous expliquent que ce n'est pas un étranger sous OQTF, mais que c'est un homme. Avant tout, c'est un homme et qu'il aurait très bien pu violer au Maroc ou dans n'importe quel autre pays, puisque le problème n'est pas l'origine, mais la nature. Donc, c'est-à-dire que pour elle, le vrai problème, c'est que c'est un homme qui viole. Elles vont plus Philippe loin. Ménard. Elles expliquent même que si jamais on le renvoie chez lui, il risque de violer De des violer Marocaines. Et donc, il vaut beaucoup mieux qu'on le garde en France parce qu'en France, on le saura bien le traiter. Alors, d'une part, c'est totalement insultant pour la qualité des prisons marocaines et algérienne. et algériennes. Et d'autre part, je trouve ça absolument fabuleux que, à la faveur du meurtre de quelqu'un, on explique que l'universalisme républicain consiste à soigner à tout prix le meurtrier plutôt que de profiter de ce que la loi républicaine autorise. Oui, à s'en débarrasser. Par parenthèse, pour Lola, c'était une meurtrière C'était une femme, oui. qui l'avait torturée et abusée. Donc, Et découpé en morceaux dans une découpée valise. en morceaux, oui. Et donc, ce n'était pas un féminicide, puisque donc, il n'y avait pas une guerre des sexes non, possible. non, Voilà. Donc, c'était autre chose, c'était un fait divers, c'était un événement isolé, ce n'était Voilà, rien. Ce n'était rien, effectivement. Et même au Maroc, il ne risque pas la peine de mort. Je ne sais pas. Elle n'est pas appliquée. d'usage. Bon. Eh ben, c'est bien dommage. Sur ces forts propos... Non, vous êtes- Oui, on va Oh peut-être... bah, on ça va y est, peut-être- voilà. après Nuremberg, peine de mort pour tous. Bon, enfin, voilà, non, mais Pas peut-être pas pour obligé. tous, Quoi. mais C'est- vous avez laissé la barbarie avec votre angélisme contre la peine de mort. C'est stupide, puisque c'est non seulement stupide, mais c'est barbare, puisque vous avez laissé le dernier mot au meurtrier et à la barbarie. C'est un retour de civilisation. Eh bien, sur ces forts propos, on va passer à notre sujet suivant. On ne va pas réclamer la peine de mort contre elle. C'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, donc, qui, à l'Assemblée, va surveiller la déclaration de politique générale de Michel Barnier, mais qui, au tribunal, va devoir faire face à des accusations concernant donc, le procès des attachés parlementaires du Parlement européen. En résumé, donc, la justice reproche au Front National de l'époque d'avoir fait salarier par Bruxelles, sur la base de contrats à plein temps,
des assistants parlementaires qui, en réalité, travaillaient exclusivement pour le parti, souvent à Paris, et parfois à un rang important. Alors, on a ajouté ce point qui n'était pas prévu dans le programme, mais si vous avez un avis là-dessus, on peut essayer d'aller un peu aux sources du procès avec vous. Jean-Yves Le Gallou. Moi, je dirais deux choses. D'abord, je parlerai d'une question de principe, et ensuite, j'exposerai un cas particulier. La question de principe, c'est le principe de la démocratie représentative. Qu'est-ce que c'est que la démocratie représentative ? C'est les électeurs choisissent des élus qui les représentent, qui sont censés les représenter, et qui, pour les représenter, disposent de différents moyens qu'ils doivent pouvoir utiliser librement. Le deuxième principe de la démocratie représentative, là c'est Montesquieu, c'est la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. À partir du moment où les élus sont soumis au pouvoir judiciaire, ils perdent leur liberté. D'ailleurs, quelle va être la liberté de Marine Le Pen dans les 2 mois qui viennent, alors qu'elle va être encombrée par les affaires d'un procès, alors qu'elle devrait être au Parlement pour évaluer et éventuellement amender le budget. Donc c'est une atteinte véritablement à la liberté des parlementaires, qui est une atteinte récente. Parce qu'il y a encore un demi-siècle, même 30 ans, il y avait des immunités parlementaires qui fait qu'on ne poursuivait pas les parlementaires, ce qui leur permettait, alors peut-être parfois, ce qui leur autorisait peut-être parfois des turpitudes, mais qui assurait leur liberté, ce qui était essentiel. J'en viens à mon cas particulier. L'une des premières personnes qui sera entendue par les juges, quand le procès démarrera, c'est Thierry Légier. Qui est Thierry Légier ? C'est le garde du corps, qui a été le garde du corps de Jean-Marie Le Pen, qui est le garde du corps de Marine Le Pen, et qui est effectivement sur un contrat d'attaché parlementaire. Alors, j'ai entendu les rires gras de France Info, de France Inter, dire il n'était pas très capable de préparer des rapports, avec un mépris de classe tout à fait scandaleux, et d'ailleurs à justifier, parce que je pense que le niveau intellectuel de Thierry Légier est très supérieur à celui de beaucoup de journalistes du service public, mais c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, il a écrit lui-même son livre, ses mémoires, qui sont un très bon bouquin, on l'avait reçu ici. Voilà, et donc, lui, en fait, il assurait la sécurité de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen. Mais si Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen n'avaient pas de sécurité, comment ils vont à Bruxelles ou à Strasbourg ? Gare de l'Est ? Gare du Nord ? Quelle est la sécurité ? Quand le groupe de Marine Le Pen, ou auquel appartenait Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen, allait dans une capitale étrangère pour une réunion, il y avait souvent des manifestations d'Antifa qui assuraient la sécurité. C'est-à-dire qu'en étant assistant parlementaire chargé de la sécurité, ils permettaient aux parlementaires d'exercer leur mandat. Et par conséquent, c'est absolument hallucinant de dire, au demeurant, il pouvait éventuellement donner des avis, d'ailleurs politiques, parce qu'il en a tout à fait la capacité. Mais c'est pas l'objet. Il assurait par sa présence la possibilité pour le parlementaire, en l'occurrence Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, et les autres parlementaires du groupe, la possibilité de faire leur travail qu'ils n'auraient pas pu faire autrement. Et en quoi c'est au juge de décider si c'est... Que ce n'est pas de l'assistance. C'est pas de l'assistance. Oui. Assistant parlementaire. Exactement. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être une vision un peu étroitement bureaucratique de ce qu'est un assistant parlementaire. Or, effectivement, si on aide à accomplir son mandat, on est par définition un dernier point, puis je laisse la parole aux autres camarades. Marine Le Pen a dit « La vision du Parlement européen, c'est de considérer que les assistants parlementaires sont au service, non pas de leur groupe politique, mais au service du Parlement. » Eh bien, je peux dire, moi je peux témoigner, ça remonte à 30 ans, mais que la vision du Parlement européen, c'est même que le parlementaire européen, il doit être au service du Parlement. Moi, j'ai eu l'expérience, il y a 30 ans, en déposant des amendements en commission des budgets. Je rappelle que vous avez été député européen. Il y a longtemps. Bon. En commission des budgets, des amendements de diminution de dépenses. Je vois un des administrateurs de la commission du budget qui demande à me voir et qui me dit « Écoutez, monsieur député, je ne comprends pas. Vous présentez
des amendements proposant des économies de dépenses, alors que la politique du Parlement, c'est d'augmenter le budget européen. Et donc, il y a cette idée de Bruxelles, du Parlement de Bruxelles, que les parlementaires et les assistants, a fortiori les assistants des parlementaires, sont là pour faire la politique du Parlement européen, c'est-à-dire la politique de la majorité du Parlement européen, et non pas la politique des différents groupes ou des différentes minorités qui sont représentées. C'est absolument incroyable. Un mot là-dessus. Xavier Van Lierde. Oui. La question la seule chose que je voulais dire, ça va tout à fait dans le sens que dit Jean-Yves Le Gallou. Donc, effectivement, je pense à une affaire à plusieurs étages. Le premier, c'est un procès de politicien consiste à mettre des bâtons dans les roues de ses adversaires. Le second point, c'est celui que vient de développer Jean-Yves, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de fonctionnariser l'ensemble des forces politiques pour en faire en quelque sorte des affidés du système. Et dès lors qu'ils utilisent ces moyens-là pour contester le système, avoir un discours alternatif, eh bien, c'est là où se trouve le véritable crime. Et je pense qu'il ne faut pas prendre cette histoire à la légère, parce qu'il y a quand même une petite musique. On a un peu trop parlé de Thomas Guénolé dans cette émission, mais il se trouve quand même qu'il y a quelques jours, ce même politologue... n'abusez pas. Oui, Sick, j'ai dit Sick. Oui. L'andouille de Guénolé. Autant il ne faut pas l'injurier, autant il ne faut pas lui... bah non, monsieur. Non, mais ça, c'est mignon. C'est un mauvais jeu de mots. Je pense même pas qu'il le prendrait mal. C'est affectueux. C'est comme quand Macron veut emmerder les non-vaccinés. Très benoîtement, comme ça, de expliquer qu'il y avait tout l'arsenal législatif nécessaire pour interdire le Rassemblement national purement et simplement. Au même moment, en Allemagne, un parti frère du RN est confronté à une demande donc d'un certain nombre de députés, une trentaine, c'est-à-dire le nombre nécessaire requis pour lancer une procédure également visant à faire reconnaître que l'AfD, donc les patriotes allemands, sont inconstitutionnels, c'est-à-dire pour les interdire. Et d'autres expliquent que si on les interdit pas formellement, on pourrait au moins les priver de financement public, ce qui est là la technique belge. C'est-à-dire que vraiment, face aux gens qui ne rentrent pas dans le système et qui ont pour objet, non pas de le renverser, mais de le réformer à tout le moins, eh bien, tous les coups sont permis. Ça commence quand même à se voir que en Occident quand même, désormais, dans l'ensemble des pays d'Occident dirigés par des forces dites progressistes, eh bien, il y a une forte tentation totalitaire, une forte tentation de mettre hors jeu, hors du jeu démocratique, l'ensemble de leurs adversaires les plus résolus, et c'est extrêmement inquiétant. Et cela aussi se joue derrière ce procès, puisque, après tout, si Marine Le Pen est condamnée, peut-être ne pourra-t-elle pas se présenter à l'élection présidentielle. Peut-être peut-elle être déclarée inéligible, ce qui serait une forme de séisme. On nous expliquera, c'est comme ça, c'est la loi, c'est l'état de droit. Voilà. L'état de droit, c'est autre nom utilisé pour masquer le totalitarisme absolument incroyable qui s'empare de nos sociétés, parce que l'état de droit, en fait, ça veut dire, c'est l'instrument qui est utilisé pour dire au peuple, tais-toi, c'est nous qui décidons, tu n'as pas droit à la parole. Alors, est-ce qu'il y en a un qui veut la parole ? Charles-Henri Deloye. Oui. Alors j'abonde totalement dans ce qu'a dit Xavier, et j'irai plus loin, c'est que les Français sont très naïfs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une défiance plus ou moins justifiée envers leurs hommes politiques. Et je me souviens qu'à un moment, ils voulaient rendre inéligibles les personnes qui auraient eu certains délits qui sont pas des délits honteux, comme par exemple être accusé d'avoir un peu dépassé les bornes du droit d'expression, ce qui permet en fait aux politiques de pouvoir actionner la justice en disant, vous voyez, tel homme politique sort de son droit d'expression, c'est-à-dire dépasse les bornes, et si le juge décide de le punir en lui donnant une inéligibilité pendant tant d'années, eh bien comme ça débarrasse le candidat d'un adversaire. Mais alors, juste pour en venir à ces histoires financières, moi je serais presque pour revenir au 19e siècle où les parlementaires n'avaient aucune indemnité. Alors, résultat, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il n'y a que des gens extrêmement riches qui peuvent se permettre de faire de la politique. Et on verrait la tête
des gens de gauche qui diraient, mais c'est voyez, pas les moins riches. Hein. Ouais, les gens de gauche sont plus riches que les gens de droite. Oui, maintenant c'est vrai. Oui, non, mais coincé au à 19e. l'heure actuelle, c'est vrai. Mais écrirait. Non, mais plaisanterie mise à part, c'est pour rappeler qu'il fut un temps où C'était un sacerdoce. Voilà. Alors, bon, pour bien connaître ce milieu, on ne s'enrichit pas en faisant de la politique. Hein. Et malheureusement, le français croit évidemment que les politiques s'en mettent plein les poches. Un député européen, c'est quand même 12 000 euros plus une enveloppe de 29 000 euros pour ses employés. C'est rien à côté d'un cabinet de conseil. Hein. Exactement. Mais à côté d'une caissière de prix unique, oui, pas mais je dis que c'est pas beau. beau. Mais voyez, Président, vous participez à cette mentalité bien française. Il y a eu l'affaire Urbain, non? Envieux de celui qui gagne plus que moi. Moi, je suis très ouais. content qu'il y ait des gens qui gagnent beaucoup plus que moi. Pourquoi ça Mais me est-ce donne que de c'est l'espoir? mérité? Non, mais Et ça, c'est une autre question, cher ami. C'est une autre question. Mais il faut que les politiques soient payés à la juste valeur, non pas des services qu'ils rendent. Mais des services qu'ils rendent, voilà. Or, sinon, vous aurez encore des histoires de corruption, en veux-tu, en voilà. Comme le disait Philippe Ménard. Oui, Oui. je rappelle juste qu'il y a eu l'affaire Urbain et que, donc, bien sûr, on ne s'enrichit pas en politique, mais on ne s'enrichit plus parce que, avant l'affaire Urbain, visiblement, c'était rentable. Et par ailleurs, l'idée qu'ils soient payés à hauteur des services qu'ils rendent est certainement une très bonne idée, mais quand quelqu'un rend mal le service, eh ben, on peut le licencier. Or, les ministres, ça s'appelle le mandat, cher ami. Oui, en fait, non, parce que voilà, les ministres ne sont pas révocables, les députés ne sont pas révocables, et un député qui fait le contraire de ce que voudraient les gens devrait pouvoir être révoqué. D'ailleurs, c'est un souhait que les Français ont émis, mais c'est à peu près comme tous les souhaits démocratiques en République. Voilà, c'est mal écouté. Alors, c'est qu'une autre question, mais un député, il y a un mandat, vous n'êtes pas obligé de le réélire. Quant à l'affaire Urbain, on s'éloigne du sujet quand même. Là. Oui, mais c'est toujours pareil. On prend une affaire et on la grossit pour faire encore des amalgames. Mais non, l'immense majorité des élus est honnête. Parce que je rappelle que l'immense majorité des élus, ce sont des Français très modestes qui se dévouent pour leur petite ville et pour leur village. Mais c'est même pas vrai. L'immense majorité des élus n'est pas du tout des Français d'origine modeste. Il y a des enquêtes qui sortent chaque année. Mais non, voilà, c'est depuis que LFI et le RN commencent à gagner des voix. Allez dans les petites villes. Enfin, vous verrez ce que c'est. Le terrain, c'est pas vrai. Je vous interromps parce que ça n'est vraiment pas le sujet. Est-ce que vous voulez conclure en 1 minute sur le procès du RN et ensuite on doit passer. Il y a encore beaucoup de sujets qui attendent. Je crois que quel que soit le sujet, à partir du moment où on a supprimé les immunités parlementaires, dans des buts de moralisation, on a mis les hommes politiques sous la dépendance des juges. Et c'est pas satisfaisant. Il n'y a pas qu'en France. Aux États-Unis, Trump a expliqué, le maire de New York, qui est démocrate, noir démocrate, hein, il a pris position contre l'immigration. Et Trump a dit, il va lui arriver des problèmes. 6 mois après, il a une poursuite pour une affaire de marché public, etc. Évidemment, un type qui gère une collectivité de la hauteur de New York, si vous cherchez dans tous les comptes, vous allez forcément trouver quelque chose. 10 millions de dollars en l'occurrence. Le parquet national financier. Pour en revenir à la France, le parquet national financier est l'instrument des politiques. Oui, alors pour en revenir à la France, il y a aussi le 2 poids 2 mesures, parce que le MoDem s'en sort quand même très sereinement, très tranquillement, et il y a aussi beaucoup de partis en Europe. Cette affaire du procès des attachés parlementaires du RN a quand même été dupliquée assez régulièrement par d'autres partis européens qui n'ont pas d'ennui. Et ça, c'est quand même... En fait, le vrai problème est là. C'est-à-dire, s'ils ont fauté, qu'ils soient punis, c'est normal. Mais s'ils ont tous fauté et qu'on n'en cible qu'un, c'est quand même un peu étonnant. Et ça rappelle aussi... L'affaire Pénélope. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça rappelle les attachés parlementaires en France, où on a accusé François Fillon d'avoir embauché sa femme. Sincèrement, pour avoir travaillé pendant un bout de temps comme journaliste parlementaire, le nombre de parlementaires qui, à l'époque, employaient leurs femmes, leurs maris, leurs frères, leurs tantes, leurs maîtresses, etc., c'était monnaie courante. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est ainsi, quoi. Et en fait, on s'acharne sur celui qu'on a désigné de jeter à la vindicte. Alors, il nous reste peu de temps.
J'aimerais qu'on lise encore quelques messages d'auditeurs et ensuite on écoutera un petit message qui leur est dédié. Alors pour ceux qui croient encore à la machine, le préfet de la Nièvre est sur le départ, non pas révoqué, mais pour être nommé au cabinet du ministre de la Santé. Voilà, voilà, ça nous rassure. Quelqu'un vous félicite et un autre vous traite de matamor, cher président. Soyons réalistes, il est trop tard, notre paysage est définitivement transformé. Voilà. Et l'autre attend que vous traîniez SOS Racisme devant les tribunaux pour vous traiter d'autre chose que de matamor. Monsieur Sarkozy, ce matin à la radio, semblait dire que l'invasion migratoire est inévitable. À quoi servent les politiciens, si ce n'est pour nous dire qu'ils sont impuissants à régler les problèmes en cette matière? Et un auditeur de Radio Courtoisie nous dit que savez-vous que les frais d'avocat pour la présentation des sans-papiers devant les tribunaux sont pris en charge par l'État? Un migrant en situation d'illégalité, pendant 5 ans, peut se retourner contre le préfet pour n'avoir pas été expulsé. C'est vraiment génial. C'est magnifique. Il y en a aussi qui squattent dans les procès. Parce qu'ils se sont cassés la figure dans les piscines des gens dont ils squattent les maisons. Dans les procès, les immigrés ou les clandestins ont un avocat au titre de l'aide judiciaire, alors que les préfectures n'ont pas les crédits pour se payer des avocats. Et non pas le personnel pour être représenté dans les tribunaux. C'est-à-dire que c'est absolument hallucinant. Compte tenu de la masse, parce que c'est pareil, on a augmenté considérablement la masse des migrants, des titres de séjour, des OQTF, mais le personnel des préfectures n'a pas beaucoup bougé. Et donc, ils ne peuvent pas faire face. Allez, on finit là-dessus, on va écouter un petit message et on revient dans un instant. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci d'avance, oui, chers auditeurs. Merci de vous souvenir que Radio Courtoisie, comme le dit Jean Ferré, est un miracle permanent. Si vous appréciez cette émission, si vous appréciez le ton que nous voulons y donner, eh bien, je vous en prie, aidez-nous, parce que ça n'est pas gratuit, ça ne tombe pas du ciel, nous n'avons pas de publicité, nous n'avons pas de subventions publiques, donc nous devons nous reposer uniquement sur ce qui fait le socle de notre liberté, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire les auditeurs qui nous aidez tous les jours par votre générosité à produire ces émissions, comme cette auditrice de Milly-la-Forêt dans l'Essonne qui envoie 100 € et qui nous dit « Je m'empresse de vous envoyer 2 petits chèques, merci, car vos appels de détresse me touchent beaucoup. Je sais que vous êtes obligé de vous lever très tôt pour cette fameuse ligne droite qui requiert tant d'énergie, mais pas que, nous aussi, on fait du boulot. Les rediffusions sont excellentes et accueillies comme des phénomènes premiers. On les avait oubliés, si on ne les avait pas oubliés, c'est un bienfait de les réentendre. Eh bien, chère madame, merci à vous, merci beaucoup. » Un couple d'auditeurs de Tiverval dans les Yvelines envoie 50 €. Je vous ai fait parvenir mon obol pour contribuer à l'écoute de votre radio à laquelle je trouve grand plaisir par l'intérêt de votre programmation. Il doit être admis que l'engagement de chacun d'entre vous force les sentiments. Eh bien, écoutez, chère madame et cher monsieur, l'engagement aussi de nos auditeurs militants force les sentiments et on vous remercie chaleureusement. Comme on remercie chaleureusement ce couple d'auditeurs de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne qui envoie 75 € et qui nous dit « Dans les dernières années 80, le pied noir que j'étais et le vieillard que je suis devenu, 93 ans, apprécie énormément vos émissions. J'ai gardé dans ma mémoire les propos de M. Ferré et de M. Beketch, qui étaient les fondateurs de notre radio pour les nouveaux auditeurs, que j'admirais. Non, il n'est pas acceptable que puisse disparaître une radio libre aussi importante que la vôtre. Je considère que c'est un devoir civique de vous aider financièrement. » Eh bien, écoutez, cher monsieur, un grand merci, je ne pourrais pas mieux dire. D'ailleurs, un auditeur nous a remarqué tout à l'heure qu'il aimerait bien que le générique de M. Ferré remplace celui que vous avez mis en place. Un auditeur d'Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, envoie 200 €. Je vous envoie un don en soutien à votre excellente radio, notamment la matinale animée par une remarquable équipe autour de Maud Koffler. En souhaitant de tout cœur une longue vie à Radio Courtoisie qui m'apporte du bonheur dans ce monde dominé par le politiquement correct et la désinformation. Eh ben, merci à vous, merci cher auditeur. Pour le générique, eh ben, écoutez, à un moment on l'a changé parce que aussi beaucoup de monde nous demandait de le changer. Et voilà, on ne peut pas toujours plaire à tout le monde, mais on a dû faire un choix. Un auditeur de Montpellier dans l'Hérault envoie 100 € et nous dit « Je suis très touché par votre message. Vous me remerciez pour mon don. » C'est quand même la moindre des choses. « J'apprécie. Je suis admiratif de toutes vos émissions qui m'instruisent, me rassurent et montrent qu'il existe encore en notre patrie, la France, de vrais Français dans un contexte néfaste. Je vous envoie ma modeste participation pour votre combat salutaire. » Alors là, cher auditeur, déjà 100 €, c'est tout de même une somme. Mais en plus, j'ajoute pour ceux qui ne peuvent pas donner 100 €, ceux qui ne peuvent donner par exemple que 5, 10, 20 €, je vous assure, je vous jure
qu'il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petites contributions, parce que chaque don cumulé nous aide à faire vivre la radio. C'est vital de donner, non pas de donner beaucoup, mais de donner à la mesure de ses moyens et de sa générosité. Ça, c'est vraiment important. Une auditrice de Saint-Aubin-sur-Mer dans le Calvados envoie 100 €. Un autre modeste chèque pour maintenir votre action. Nous avons tant besoin de vous en cette période si trouble et compliquée. La bataille est rude. Merci de la mener avec courage et talent. Eh bien, écoutez, chère madame, merci surtout de la mener avec nous. Alors, maintenant, on passe, on va essayer de traiter encore 1 à 2 sujets. On a les élections en Autriche. C'est quand même un sujet important, puisque dimanche, donc hier, le FPE, Parti populiste autrichien, est arrivé en tête des élections législatives avec 29%. Et il améliore donc son résultat de 13 points par rapport à 2019. Et son chef, Herbert Kickl, je ne sais pas si on dit Kickl, d'ailleurs, je ne sais pas si je prononce bien, pardon, est particulièrement controversé et combattu par les médias. Et il a eu ce mérite inouï de gagner en bannissant, sa stratégie a été de bannir les médias de masse de sa stratégie justement de communication. Alors je ne sais pas ce que ça vous évoque. D'abord, je trouve que Philippe c'est Ménard. intelligent d'essayer de gagner avec les outils qui sont à sa disposition, c'est-à-dire les réseaux sociaux, et effectivement tous les médias, non pas alternatifs. Un auditeur de Radio Courtoisie nous a fait remarquer que c'était un anglicisme, donc voilà. Donc, mais avec les médias de contre-information ou de réinformation. Et le fait de ne pas aller chercher sur les plateaux télé, dans les radios ou dans les grands journaux, de quoi se faire taper sur les doigts, sinon la tête, voire les autres parties du corps, par des gens qui de toute façon ont décidé qu'il était vertueux de le combattre, est un choix politique intéressant et surtout un pari médiatique vraiment maîtrisé. On voit bien qu'il y a de plus en plus de Français, d'Européens, de gens dans le monde qui ne s'instruisent plus et ne s'informent plus que par les médias alternatifs. Et donc, au bout du compte... De réinformation. Autant y aller et faire en sorte de légitimer ces choses-là. Voilà. Après ça, le vrai problème de Kickl, c'est évidemment que personne n'a envie de travailler avec lui et que donc c'est une fois de plus une victoire qui permettra surtout à une coalition hétéroclite en face de lui de prendre le pouvoir. Mais là aussi, on espère que la frustration des électeurs fera en sorte que la prochaine fois, il ait au minimum la minorité de blocage, parce que je crois qu'il est là à 1 ou 2% en dessous de la minorité de blocage. Et voilà, et faire en sorte que les gens puissent véritablement gouverner quand ils arrivent en tête. Et de faire déborder donc, de cette digue de l'opposition dite républicaine. Jean-Yves Le Gallou. Oui, alors je crois que c'est d'autant plus important, d'autant plus intelligent d'aider les médias, que je persiste à appeler alternatifs, parce que c'est plus large que médias de réinformation, que ça permet aussi leur développement. Complètement. Donc il y a une espèce de synergie entre le média et le politique. Bon. Absolument. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est important dans le cas de Kickl, c'est qu'il a gagné avec 29% des voix sur une ligne de dissidence complète. Parce qu'il est en dissidence sur l'immigration, mais il était aussi en dissidence sur les pratiques covidistes liberticides, mais il est aussi en dissidence sur le bellicisme de l'OTAN dans l'affaire russo-ukrainienne. Et donc, il est en dissidence dans tous les domaines. Il est aussi sceptique vis-à-vis de la transition énergétique. Donc, ça, c'est assez original, puisque en France, il faut bien reconnaître que les partis qui sont dans une ligne dissidente, plus ou moins dissidente sur l'immigration, sont généralement prudents, sinon alignés sur les autres sujets. Eh bien, lui, c'est un contre-modèle qu'on retrouve aussi en Allemagne avec l'AfD, qui a réussi des scores aussi tout à fait importants dans les anciens Länder de l'Est, la Thuringe, le Brandebourg, etc. Et avec l'alliance Sarah-Wagenknecht. Et avec l'alliance Sarah-Wagenknecht, mais ils ne sont pas alliés politiquement, par contre. Et qu'on retrouve aussi avec le Forum pour la démocratie dans les Pays-Bas. Donc, il y a des partis qui vont jusqu'au bout de la dissidence et qui font pas un peu de dissidence sur un sujet, de l'alignement sur le reste. C'est assez intéressant. Et apparemment, ça leur réussit électoralement. Oui, alors j'ajoute, parce que là, c'est quand même le modèle de la radio qui m'intéresse, le modèle de Radio Courtoisie, que Kickl donc, a travaillé avec un peu l'équivalent de Radio Courtoisie dans son pays,
à laquelle il faisait notamment ses déclarations les plus importantes tout au long de sa campagne. Et ça ne lui enlevait pas un doigt de popularité ou de référencement sur Internet ou d'audience dans la population. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu à un modeste niveau, mais quand j'ai dirigé Minute, on a réussi à faire des coups assez importants et ça nous donnait une audience hallucinante, c'était extrêmement important. On passait justement dans tous les médias et des gens avaient décidé de faire confiance à un journal dissident et ils obtenaient encore plus d'impact que s'ils avaient fait une déclaration à TF1. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, parce qu'aujourd'hui, si des personnalités du Rassemblement national, de Reconquête ou de LR même, faisaient des déclarations à Radio Courtoisie, des déclarations importantes, eh bien, d'abord, ils auraient le même retentissement que s'ils la faisaient sur une autre chaîne commerciale, et en outre, ils nous rendraient service, donc ils se rendraient service à eux, puisque nous soutenons les idées, généralement, qu'ils développent. Donc en fait, ils nourriraient et il ferait de ces médias de dissidence des médias d'autant plus puissants qu'ils les prendraient un peu plus au sérieux. Et on peut reprocher peut-être à nos propres politiques d'avoir quand même une stratégie qui est essentiellement axée sur les médias de masse. Et c'est peut-être un peu dommage, et Kickel ou Trump prouve que ce n'est pas forcément la meilleure des stratégies, parce que Trump aussi l'a fait. Il y a un côté notable, légitimité, respectabilité, qui est, c'est en fait le jour où je pourrais caler ma tribune dans le Figaro et le Monde, ça veut dire que je ferais véritablement partie du système que je m'emploie à dénoncer en permanence. Non, là, il y a peut-être un paradoxe. Le jour où je peux être invité à la table de la baronne. Voilà. C'est ça l'esprit. C'est oui, tout à fait, oui. Xavier Van Lierde. Oui, en France, ça va même malheureusement beaucoup plus loin, puisque on a vu tout récemment, c'est-à-dire cette semaine, Libération, sous la plume de Monsieur Pletu, dénoncer le recrutement par le RN d'un attaché parlementaire que Monsieur Pletu jugeait non convenable parce que soi-disant trop radical. En l'occurrence, c'était un militant de la mouvance identitaire, mais qui est un extrêmement militant remarquable, un responsable remarquable, oui, quelqu'un d'intelligent, d'implanté, de réellement enraciné dans les Bouches-du-Rhône et tout spécifiquement, dans les Bouches-du-Rhône et de d'Arles jusqu'à Aix-en-Provence. Et donc, il ne plaisait pas à Libération. Donc, Libération a fait un article et dans la foulée, le RN a décidé de s'en séparer. Tant et si bien que finalement, Libération devait une sorte de cabinet de ressources humaines. Le DRH officieux du Rassemblement national. Donc, on est loin de la stratégie de M. Kickel qui consiste à délégitimer les médias, puisqu'en l'occurrence, il se couche devant les oukases de ces médias. Non seulement il souhaiterait qu'ils en parlent bien, mais il se couche devant leurs oukases. Et à mon avis, c'est une très mauvaise stratégie, puisque d'une part, évidemment, ça légitime ces gens qui ne cessent de leur taper sur la figure. C'est donc en faisant de la sorte, il légitime ceux qui ont quand même mis en place, puisque c'était une fabrication médiatique, le Front républicain, qui les empêchait de gagner la dernière fois. Et de surcroît, lorsqu'on cède à ce genre de manœuvre, eh bien, ça n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont eu la tête de cet attaché parlementaire. Demain, ils considéreront que tel autre attaché ou élu ne convient pas. Et donc, ils mettent le doigt dans une machine absolument infernale qui est de l'ordre de la soumission. C'est évidemment une très mauvaise stratégie qui est vraiment détestable, en plus d'être inefficace. Charles-Henri Deloy. Bon, alors, cher président, puisque vous m'avez donné la parole après Xavier, alors que j'ai levé le doigt bien avant, mais c'est pas grave, je dis que c'était pour dire exactement ce qu'a dit Xavier, que la droite s'est toujours couchée aux oukases de la gauche parce qu'elle considère encore, hélas, que la gauche a le magistère moral, même inconsciemment. Et ça, de toute façon, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour changer les cerveaux des gens de droite, mais qui sont Est-ce que c'est les cerveaux qui sont concernés ? Oh, c'est toute une mentalité. Et pour pas avoir pris la parole pour rien, je n'aime pas les questions qui sont restées en suspens, sans réponse. Donc c'était juste pour préciser que, en effet, la peine de mort est toujours en vigueur dans le code pénal marocain, mais elle n'est pas appliquée parce qu'il y a un moratoire depuis 30 ans. Bon, voilà une bonne information. Précision. Exactement. Alors, il nous reste 2 sujets à traiter. On va essayer de les traiter dans les temps impartis. On a une affaire de volaille. Alors, on a beaucoup parlé des poulets. Voilà, ouais. Alors, c'est l'économie. Donc, comment Macron a tué la volaille française, donc en même temps qu'il prétendait
la revaloriser dans le cadre de la ferme France. Voilà. Alors, je crois que vous avez bien potassé le sujet. Non, mais en fait, régulièrement, les énarques, vous me pardonnerez Jean-Yves, et les technocrates, pour être plus précis, et les bureaucrates sans doute, ont des idées brillantes pour faire en sorte que les choses aillent mieux, et donc ils s'intéressent à l'agriculture. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'au moment où on parlait du défilé des bateaux sur la Seine pour les Jeux Olympiques, une partie des gens du ministère de l'Agriculture avaient demandé aux agriculteurs s'ils pouvaient changer la date des récoltes. Voilà, donc ce qui prouve à quel point ils maîtrisent bien la manière dont ça fonctionne. Là, en l'occurrence, ils ont dit aux agriculteurs français que, d'une manière générale, évidemment, on ne pouvait absolument pas lutter contre la concurrence déloyale, disons-le, des pays qui n'ont pas les mêmes lois, qui n'ont pas les mêmes salaires, qui n'ont pas les mêmes contraintes environnementales, autrement dit, des pays qui peuvent produire à bas coût de la mauvaise nourriture, mais avec lesquels l'Union européenne s'empresse de signer tous les traités de libre-échange possibles. Et donc, il y avait un moyen brillant de faire en sorte de s'en sortir, c'est de travailler le haut de gamme. Et donc, les Français se sont lancés... C'est plutôt une bonne idée à la base. C'est une très bonne idée, bien sûr. C'est comme toutes les bonnes idées macroniennes. Donc, on vous dit, lancez-vous dans le haut de gamme, et les gens se lancent dans le haut de gamme. Donc, ça commence à marcher, et bizarrement, le marché fait en sorte de se dire, tiens, si le haut de gamme marche, je vais me lancer aussi. Et par exemple, toutes les tomates haut de gamme françaises sont maintenant concurrencées par les tomates marocaines haut de gamme, qui sont moins chères, parce que les marocaines... Qui sont moins bonnes quand même. Oui, elles sont moins bonnes, mais résultat, dans l'imagerie, tout ce qui est coloré, déformé, légumes oubliés et autres délicatesses tomatées, la tomate française a un coup dans l'aile. Et maintenant, pour les volailles, même chose. On a dit aux Français, produisez du haut de gamme, produisez du label rouge. Les ventes ont reculé de 15% en 3 ans. Voilà. Et en même temps, les Français n'ont jamais mangé autant de poulet. C'est-à-dire, évidemment, on mange... Alors, peut-être qu'il y a une viande de substitution, je n'en dirai pas plus, mais la consommation par tête en 10 ans a augmenté de 43%. Voilà, donc en 10 ans, on mange maintenant 24 kilos de poulet par personne en France. Et les Français n'en profitent pas. Les volailles label rouge, les poulets jaunes et les chapons restent sur les étals. Ils en sont au point que maintenant, ils vont mettre au point des mini-chapons. Avant, le chapon, ça pesait 4,5 kg. Maintenant, ils vont vendre des chapons à 2,5 kg en espérant que ça va marcher. Voilà, donc on en a... Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà, on est en déficit. On est en déficit sur les poulets. La France produit des poulets, mais elle est obligée d'en importer. Un poulet sur 2 consommé en France est importé d'Ukraine, du Brésil et de la Thaïlande. Voilà. Oui, c'est comment on détruit effectivement des filières qu'on voudrait promouvoir. Mais bien sûr, l'idée c'était... On fait la même chose avec le bœuf. Allez-y les gars, investissez, ce sera génial, le marché va suivre. Eh ben non, le marché ne suit pas. Et avec le bœuf, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train de se détruire notre propre filière, tranquillou. On a failli le faire avec le vin. C'était ce monsieur Barnier, vous savez, qui est si poli et si courtois. On en parlait la semaine dernière. Qui a voulu quand même, qui a signé des actes, en tout cas politiques, qui avaient vocation à détruire la filière du vin, alors qu'on nous demandait aussi du vin d'excellence, c'est-à-dire un vin rosé notamment, qui était un vin de saignée et pas un vin de mélange. Bref, il nous reste quelques instants pour parler de notre dernier sujet, c'est quand même important. Il s'agit de ce qui vient de se passer au Liban. Donc le 28 septembre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé la mort de Hassan Nasrallah, donc le chef du Hezbollah, dans le cadre d'un bombardement israélien contre le QG du groupe chiite dans le sud de Beyrouth. Et le Hezbollah donc, a ensuite confirmé la mort de son chef. Alors, est-ce que cela vous évoque quelque chose ? Déjà, il faut savoir que Israël, je crois, a envoyé 83 tonnes de bombes sur l'immeuble de M. Nasrallah, alors qui était à 16 mètres en dessous. La question maintenant, c'est que peut-il se passer ? Est-ce que vous avez des... personne n'a de boule de cristal, mais... Et alors, comment est-ce que vous percevez ça ? Est-ce que c'est normal ? Alors, d'une manière générale, le fait que le Hezbollah s'en prenne plein la face, moi, ça me paraît très très bien. Ils ont pourri le Liban en s'y installant. Si je ne m'abuse, le Hezbollah est partie prenante dans l'histoire du Drakkar. Donc, 58 parachutistes tués en 83. Voilà. Et 12 attentats en France du Hezbollah aussi. Ouais, surtout, ce que je trouve très intéressant dans la manière dont Israël est en train de répondre à
à la coalition pro-palestinienne qui est qui s'est peu à peu coalisée contre lui, et à la manière dont l'Iran essaye en sous-main, d'une manière à peine dissimulée, d'agiter les Houthis, le Hezbollah, etc., c'est qu'il a décidé de frapper à la tête et donc de considérer que, après tout, supprimer le général permet de désorganiser l'armée, que supprimer l'état-major permet de désorganiser l'armée. Il y a là une évolution de la doctrine militaire que je trouve absolument fascinante. Et je ne sais pas si on va réussir à déstabiliser le Moyen-Orient, qui m'a l'air de ne pas être très stable de toute façon. Et l'Iran a l'air de ne pas vouloir réagir, mais surtout, avec Israël, on est en train de mettre au point de nouvelles règles d'engagement international. Et donc ça, ce qui serait absolument fabuleux, c'est que l'ensemble du monde contemporain se serve des règles telles qu'Israël est en train de les établir pour développer le modèle dans n'importe quel type de conflit. Et donc, effectivement, en considérant que la frappe préventive, la destruction de l'ennemi, même dans un pays voisin, que le mépris de la souveraineté sont des choses qui sont légitimes à partir du moment où le pays se sent attaqué, menacé, et où, effectivement... Alors, la Russie a fait ça, hein, la guerre préventive. Oui. Mais c'est Je intéressant. crois que c'est pas la seule, la guerre préventive. Mais je vous ai pas dit que c'était la seule. Il y en a un tir larigot. Hein. Est-ce que j'ai dit que c'était la seule ? J'ai dit qu'ils l'ont fait. Je crois que la Russie vous avez aussi, la parole. Mais... Parlez-nous du Hezbollah. Un mot. Non, moi je veux pas. Moi, j'ai pas d'avis sur le Hezbollah. Il se mêle pas de ça. Non, mais j'ai pas d'avis spécifique sur le Hezbollah. Je pense que ces règles en tout cas, la mort de d'engagement. Nasrallah. J'ai bien compris que notre ami Philippe Ménard mettait une part d'ironie dans son propos. Mais effectivement, ce type d'engagement en dehors de toutes les règles et au mépris de la souveraineté quand même d'un de ses voisins peut nous mener à une situation absolument chaotique. Oui, là on a 50 000 Libanais sur les routes qui sont en train de partir vers la Syrie. Il y a 1 million de Libanais déplacés, 20% de la population. Il y a 100 000 qui sont déjà en Syrie. Non, j'ai lu 50 000 ce matin. Moi, c'était dans le Monde. Non. Je suis allé chercher dans le journal de référence. Ah bon, alors président. Je n'ai plus rien à dire. Xavier, ou Charles-Henri, un mot là-dessus ? C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Bon, alors... C'est trop dangereux. L'Orient est compliqué. Ce qui est certain, voilà, c'est que le Hezbollah, puisqu'on ne me le demande pas, je vais donner mon avis, effectivement, à mon avis, n'est pas un ami de la France. Ça, c'est sûr. Encore une fois, le Drakkar, 12 attentats en 2 ans, en 85-86, des prises d'otages de Français. La mainmise sur le Liban, c'est un fait. Il y a quand même objectivement vraiment infesté les infrastructures libanaises. Et l'ennui, il est peut-être même lié à l'explosion du port de Beyrouth en 2020, apparemment. L'ennui, c'est que c'est malheureusement dans cet univers-là, dans ce contexte-là, un mal nécessaire, au sens où le Hezbollah a tout de même permis de sauver le Liban, dans les années 2010, d'un califat islamique. C'est-à-dire que le Hezbollah est chiite, il est extrêmement opposé aux sunnites, donc les sunnites. Alors évidemment, ce n'est pas que ça, mais la forme extrême du sunnisme, c'est Al-Qaïda, l'État islamique, et le chiisme donc a permis d'éviter que le Liban, État chrétien à l'origine, sombre dans une émanation de l'État islamique. Donc ça, c'est au moins son mérite. Aujourd'hui, la vraie question, c'est le Hezbollah est-il mort ou va-t-il se reconstruire aussitôt ? Est-ce que les sunnites peuvent en tirer profit pour imposer leur propre mainmise sur le Liban et faire que l'on tombe de Charybde dans Scylla ? Et effectivement, Israël a-t-il absolument tous les droits ? Et peut-on... est-ce qu'ils ont un joker éternel ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont le droit de tuer qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, et pas les autres ? Ou est-ce qu'ils ouvrent la porte d'une boîte la boîte de Pandore, et que d'autres États peuvent s'emparer de ces méthodes ? Voilà, c'est les grandes questions philosophiques du jour. Moi, je crois que d'autres États peuvent s'emparer de ces méthodes, parce que, indépendamment, effectivement, de la violation manifeste des règles du droit international, mais on l'a vu... Alors, j'ajoute, pardon Jean-Yves, que le Hezbollah a quand même tiré, je crois, 48 000 roquettes sur Israël, absolument. Et l'air de rien... Oui, c'est gênant. Je comprends aussi qu'il ne soit pas content. Oui, absolument. Non, là où il y a eu, je crois, une grande violation du droit international, c'est quand ils ont assassiné à Téhéran le chef du Hamas, cette fois, et pas du Hezbollah, qui était sous protection du Qatar, qui est allé à Téhéran. Attentat non revendiqué. Oui, d'accord. Oui, attentat non revendiqué, mais enfin bon. On est d'accord. Et le fait que Téhéran n'ait pas réagi a sans doute autorisé la suite.
Alors pourquoi Téhéran n'a pas réagi? Parce que Téhéran se sent faible. Parce que Téhéran se sent faible et qu'il laisse ses alliés mourir pour son compte. Bon, alors ceci étant, est-ce que d'autres peuvent utiliser les mêmes méthodes? Je crois qu'il y a l'aspect jusqu'où peut-on aller par rapport au droit international, mais il y a aussi qu'est-ce que la technologie permet. Et derrière les opérations israéliennes, il y a le fait qu'ils s'autorisent à les faire. Mais ils s'autorisent à les faire parce que techniquement, ils peuvent les faire. Ils peuvent les faire comment? Grâce aux nouvelles technologies qui permettent de localiser les gens partout où ils sont, au moment où ils sont. Alors, je ne sais pas comment, mais c'est possible aussi pour Eux d'autres. savent manifestement. Et on voit très bien, même dans la guerre russo-otano-ukrainienne, qui n'a pas pris encore les mêmes méthodes, les mêmes technologies, il y a quand même aussi des frappes par les moyens modernes de communication sur les états-majors. C'est vrai. Hein? Oui. Bon, alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'attentat ni contre Poutine, ni contre Zelensky. La Russie aurait pu avoir sans doute la tentation de faire à Zelensky ce qu'Israël a fait, mais ils ne l'ont pas fait. Alors ça a quand même un inconvénient, cette méthode. Parce qu'ils n'ont pas pu. Bon, je pense qu'ils avaient les moyens. Enfin bon. Mais ça a un inconvénient quand même, cette méthode, c'est qu'une fois que vous avez tué vos interlocuteurs, il faut aller toujours plus loin dans la guerre, parce que vous n'avez plus personne pour négocier. Alors, moi, je pense d'ailleurs qu'il est probable que c'est ce que fait Israël depuis une vingtaine d'années. C'est d'abord une opération de bombardement pour préparer le terrain, suivie d'une opération terrestre, suivie ensuite d'un retrait. Hein. Le général chef des armées israéliennes a expliqué à ses troupes qu'il fallait qu'elles soient prêtes à y aller au Liban. Donc, je pense qu'on va assister à une arrivée de l'armée israélienne, au moins dans le sud Liban, où ils sont déjà allés un certain nombre de fois au cours de l'histoire récente. Alors ça, pour le coup, c'est quand même encore une invasion. Enfin, objectivement, ça n'aura pas été validé par l'ONU. Ce sont des frappes. Rien. D'ailleurs, l'ONU, ça pose une question. À quoi peut bien encore servir l'ONU? Enfin, sincèrement, entre effectivement la Russie et l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine, le Soudan, mais tous les conflits. L'ONU ne sert à rien. C'était bien de le dire. Non, mais les diplomates le disent eux-mêmes. Enfin, je veux dire, la manière dont l'ONU est organisée, avec d'ailleurs cette espèce d'hégémonie occidentale où prétendument les pays vertueux sortis de la Seconde Guerre mondiale possèdent un droit de veto. Voilà, tout est bloqué. La Chine, la Russie, les États-Unis ne votent qu'en fonction de leurs intérêts, les intérêts de leurs alliés, et jamais en fonction d'une prétendue paix mondiale. Oui, c'est complètement bloqué. Moi, je voudrais revenir sur la mort de Nasrallah. Quand même, une partie des Libanais sont très contents. Donc, une partie, oui. Voilà. Donc, encore parce une que fois, malgré tout, avoir le Hezbollah chez soi, c'est pas un cadeau. Non. Hein, alors, objectivement, c'est vrai. C'est-à-dire qu'une bonne partie des Libanais sont effectivement assez réjouis parce que le Hezbollah, encore une fois, malgré son mérite d'avoir préservé le Liban d'un califat de type État islamique, il a quand même véritablement gangréné le pays. Et encore une fois, il faut se souvenir que dans les années 20, le Liban était considéré comme un État chrétien dans cet immense espace musulman et que c'est sous le poids de la démographie. Alors d'abord la démographie sunnite d'ailleurs, à cause des fameux réfugiés palestiniens qui sont tellement admirés aujourd'hui. Mais bon, c'est quand même eux qui ont contribué à déstabiliser par leur présence massive au Liban ce pays chrétien qui avait tout pour être parfaitement heureux. Et ensuite, c'était la Suisse du Moyen-Orient. Il y a 50 ans, on parlait de la Suisse du Moyen-Orient. Et maintenant, 50, 60 ans. Maintenant, c'est un enfer sur Terre. Maintenant, c'est la France du Moyen-Orient. C'est plus du tout bien, quoi. Alors, Xavier, Charles-Henri, un mot là-dessus, sur cette situation du Liban ou sur le Hezbollah? C'était mieux avant. C'était mieux avant. Oui, bah le Liban, je vais dire un truisme, mais le Liban nous alerte par son malheur sur la nécessité absolue qu'il y a à maintenir un semblant de cohésion et d'homogénéité dans un pays qui n'est pas homogène ethniquement, culturellement, est voué à ce type de paralysie. C'est-à-dire que le problème du Hezbollah, vous l'avez dit, Pierre-Alexandre, c'est avant tout un problème de démographie. Le Hezbollah est la forme politique que prend la présence massive de populations chiites, démographiquement dynamiques dans
dans ce pays. Oui. Point, c'est tout. Voilà. Au point Donc, que à savoir ce qui désormais... va se passer, est-ce que le pays va être démembré, ce qui est certain, c'est que les chrétiens vont probablement fuir encore sans encore davantage qu'ils ne le font déjà. Je crois que l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'était 130 000 qui sont partis. Une des dernières usines, je crois que c'est une usine de biscuits qui était un vestige du Liban industriel, a été détruite dans un raid israélien. Il ne reste vraiment plus grand-chose. Il y avait un frémissement de reprise économique avec la diaspora qui retournait de façon plus importante ces dernières années à la faveur d'une sorte de calme. Bien entendu, elle fuit en masse. Ce pays est ravagé, et il était ravagé par son caractère multiconfessionnel qui le rend absolument ingouvernable. Oui, puisqu'on en est arrivé... Que beaucoup de Libanais en France disent toujours ce qui nous est arrivé au Liban il y a 40 ans va arriver en France. Et malheureusement, on est obligé de dire que c'est vrai. Oui, ça n'est effectivement pas très réjouissant. Alors, il nous reste seulement 2 minutes. On va en profiter pour lire quelques messages d'auditeurs et ensuite nous céderons la place à Romain Petitjean. Voilà, à propos de la mort du chef du Hezbollah, il est indiqué qu'une voix libanaise, à contre-courant du concert des condoléances, est restée silencieuse, celle de Samir Jaja. Voilà, donc, effectivement, on n'a pas entendu les chrétiens. Samir Jaja n'est pas tous les chrétiens. Non, puisque Aoun était allié avec le... absolument, avec le Hezbollah. Avec le Hezbollah. Mais Jaja, oui, il a toujours été très, très hostile, oui. Les négociations de commerce international sont une compétence exclusive de l'Union européenne. Peu importe ce que voudraient les Français à Paris, ce sont les étrangers à Bruxelles qui décident. Il nous reste seulement à nous déclarer pour ou contre ce système. Alors, néanmoins, si les parlements nationaux rejettent un traité international, il ne peut pas être appliqué. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été enclenché grâce à LFI en France, sur l'un des derniers traités. Et donc, avec un peu de chance, quand ça repart au Sénat, ça revient au Parlement. Si LFI et le RN s'allient, il y aura un des traités de libre-échange qui ne se fera pas. Voilà. Et sinon, quelqu'un nous conseille de lire le livre de Josué, puisque tout est dit et écrit en matière d'Israël dans ce livre-là. Bon. Alors, en matière de politique... ça, c'est la défense du grand Israël. En matière de politique, je remercie Xavier Van Leer de m'avoir envoyé un livre d'Abel Bonnard qui s'appelle « Les modérés », et alors qui dit tout, avec 70 ans d'avance, sur la situation de la France et sur le comportement des partis de centre. C'est hallucinant. On pourrait citer des paragraphes entiers qui s'appliquent à nos élus du jour. Merci Xavier, merci à tous, merci Philippe, merci Charles-Henri, merci Jean-Yves, merci Claudio, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la réinformation.